Très heureux de vous savoir nombreux donc sur Afro Web TV et sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Mesdames, messieurs, merci et vous avez très bien fait de nous recevoir chez vous pour cette émission spéciale animée de main de maître et réalisée par votre homme serviteur Moïse Agbenigan. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et déjà, nous sommes très en joie pour recevoir des invités de marque. C'est vraiment un privilège pour nous de recevoir ces hommes qui sont des intellectuels, non seulement des têtes pensantes, mais aussi des acteurs de la vie sociopolitique de notre pays, le Togo. Dans quelques heures, le Togo aura 62 ans. Quel est le bilan que chacun fait de son côté? On en parlera de long en large au cours de cette émission. Et on parlera également donc de pratiquement tous les secteurs d'activité. On parlera donc de l'urbanisme, de l'économie, de la politique, de l'armée et plus d'autres. Et en seconde partie, nous donnerons également l'opportunité de participer à cette émission en composant le plus 1 319 462 89 79. Vous savez les règles également donc de notre média, sans insulter bien sûr aucun de nos invités, sinon on va raccrocher. Et puis aussi, vos apports seront les bienvenus, surtout quand on veut également, nous à la diaspora, contribuer de notre manière aussi à l'évolution de notre pays, le Togo. Sur ce, nous avons invité des hommes que je vais vous présenter dans une minute. Il y a également un homme de marque qui vient de nous rejoindre en studio, qui n'est plus aujourd'hui à présenter, notre analyste maison. Et pour l'heure, je voudrais tout simplement inviter tout un chacun de vous à partager cette émission qui est disponible sur notre chaîne YouTube également, ou sur également Facebook. Nous streamons en direct sur le www.afrowebtv.com. Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous présenter un homme très cher à nous, et c'est un juriste de formation, Maître Alain Folly, qui est avec nous aujourd'hui. Mais depuis New York, merci Maître Alain d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons aussi donc Monsieur Philippe Amedodi depuis la Belgique, l'Europe qui est très bien représentée à travers l'activiste. Je ne dirais même pas activiste, le citoyen engagé. Donc, Monsieur Philippe Amedodi, merci à vous aussi d'être avec nous aujourd'hui. Nous serons également avec le président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, du côté des États-Unis, Monsieur Placide Da Silva. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Nous serons également avec, avant de commencer, je vais faire juste un petit crochet pour faire un spécial merci à cet homme qui ne ménage aucun effort pour soutenir Afro Web TV nuit comme jour. On doit le dire, puisque c'est une vérité qu'on doit dire également pour que tout le monde le sache, malgré qu'il a des, je dirais, des analyses controversées. Il s'agit bien évidemment donc de Monsieur Yampapou Yambouama qui vient de nous rejoindre en studio. Monsieur Yampapou, bonjour et bienvenue à vous aussi. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, nous verrons tous ces hommes qui seront avec nous pour ce grand débat qui nous rassemble aujourd'hui. Et bien avant donc de voir le plan, le nouveau plan que je vais proposer pour cette émission, ma première question, je demanderai à tous nos invités de placer un mot avant que je ne pose la première question concernant l'indépendance et lui-même, avant de commencer l'émission. C'est vrai, on a accusé un petit retard, toutes nos excuses, vous savez, c'est comme ça aussi les choses. Alors, Monsieur Placide, bonjour et bienvenue sur Afro Web TV. Vous êtes un habitué de cette maison et dans quelques instants, le Togo aura 62 ans. Merci bien, mon cher, et merci à tous les amis qui sont sur la scène, et merci à nos téléspectateurs qui nous écoutent. En effet, mon nom est Placide Da Silva, donc je vis aux États-Unis depuis X années, je ne dirai pas le nombre, et donc il y a Monsieur Moïse qui sourit, et donc parlant de notre indépendance,
Nous avons donc eu notre indépendance en 1960 avec Sylvanus Olympio. Ce qui a été remarquable à ce moment, c'est que l'indépendance était prévue pour l'année 58 par la Commission des Nations Unies. Et M. Olympio, avec son groupe, ils ont dit non, puisque la France réclamait des droits ou bien des paiements pour la colonisation. Donc, ils ont décidé d'attendre 2 ans pour pouvoir payer cette dette et commencer sur des bases nouvelles, sans dette. Et ce qui fait que l'indépendance a eu lieu en 1960. Donc, et quand on a pris l'indépendance, on était tout fraîchement venu et le groupe qui dirigeait le Togo ne voulait pas de dette pour qu'il n'y ait pas d'histoire d'attache à quoi que ce soit. C'était un premier point, ça. Cela veut dire que aujourd'hui, nous devons toujours garder ça en tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes endettés jusqu'au point où nous ne pouvons même pas payer cette dette que nous avons. Nous pouvons même, et on est à la recherche comment on appelle ça, de temps en temps, des pardons pour notre dette. Voilà encore un point principal qu'il faudra qu'on va en discuter. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous allons faire essentiellement le bilan de notre indépendance, ce que nous en avons fait, et que, étant donné que nous ne sommes pas de gouvernement, donc nous allons faire que des propositions, et j'espère que de nos propositions, de nos discussions, il en sortira une lumière pour l'avenir de ce Togo. J'ai envie de dire amen si le Togo était donc n'était pas donc laïque. Alors, Maître Alain, bienvenue et votre premier mot pour ouvrir cette émission. Oui, bonjour, confrères et frères. Moïse Agbenigan pour l'invitation. Je dis salam alaikum à tous ceux qui sont là, à tous les panélistes et à tous nos spectateurs. Et plus particulièrement, je veux envoyer un salut patriotique à tous les panafricanistes qui nous regardent et leur dire que aujourd'hui nous sommes en train de parler de c'est le souvenir de l'euphorie des indépendances africaines et que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui sur cette chaîne de Afro Web TV. Et je voudrais me rappeler ces mots sonores que le premier président du Togo, Sylvanus Epifanio Olympio, avait proclamé. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Cette phrase retentit dans la mémoire de beaucoup de Togolais chaque fois que nous parlons des indépendances africaines et particulièrement celle du Togo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de l'indépendance du Togo, permettez-moi de placer au moins le décor du contexte dans lequel les pays africains ont eu leur indépendance. Et c'était dans le contexte de la décolonisation. Et la décolonisation en Afrique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Deuxième Guerre mondiale a vu la participation de certains militaires africains qui ont été sollicités par les colonies pour pouvoir venir combattre dans leur rang. Et après, cela leur a donné l'envie de regagner aussi leur pays après avoir vu ce que les Blancs étaient capables de faire, surtout que devant les épreuves de force, les épreuves militaires de la guerre,
Et c'est les Noirs qui ont joué les rôles de front. Donc, ils se sont rendus compte que, mais finalement, ces gens-là qui venaient en Afrique jouer au grand Dieu, ils étaient des hommes comme nous. Alors, de retour, il y avait eu cette expression de souveraineté, et les gens voulaient retrouver une indépendance de leur pays. Mais il ne faut pas oublier que les États africains tels que nous les connaissons aujourd'hui n'ont pas évolué de façon endogène par leur propre vouloir. C'est surtout la conférence de Berlin de 1884 sous l'égide du chancelier allemand Bismarck que les frontières africaines ont été tracées sans la participation des Africains eux-mêmes. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les Africains voulaient retrouver une certaine autonomie et diriger leur propre territoire. Et ça n'a pas été facile. L'époque a été marquée par des violences terribles, sur tout le continent. Au nord, on avait eu il y avait eu les guerres de libération nationale. Au nord de l'Afrique, on avait eu la guerre de l'Algérie. Au sud, on avait eu la guerre de l'Angola. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et si je vous dis que Poutine a envoyé près de 100 000 hommes pour aller combattre en Ukraine aujourd'hui. Mais à l'époque, le Cuba avait envoyé plus de 3 fois ce nombre pour aller combattre les Blancs en Angola et en Afrique du Sud pour obtenir leur indépendance. Donc, il y avait la guerre d'Algérie au nord, la guerre de l'Angola au sud. À l'est, nous avions la guerre des Mao Mao du Kenya. À l'ouest, nous avons la guerre du Biafra du Nigeria. Et c'est dans ce contexte d'échauffourée généralisée sur le continent que les leaders panafricanistes les plus connus ont émergé. Des gens comme Sylvanus Olympio, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Nnamdi Azikiwe, Kenneth Kaunda, la liste est longue. Patrice Lumumba, Robert Mugabe, tous ces gens-là ont émergé à cette époque-là et ont demandé l'indépendance de leur pays. Et au Togo, il y avait eu un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel qui, normalement, devait avoir plus de mérite qu'il en avait eu. Nkrumah avait un peu dominé la scène continentale à l'époque parce qu'il voulait faire en même temps les États-Unis d'Afrique, dans cette euphorie où tout le monde pensait que, une fois libérés du colonialisme, les États africains allaient prospérer et en même temps, il voulait aller vite. Et Nkrumah voulait faire du continentalisme, donc il essayait de réunir tout le monde. Donc il avait plus de popularité que Sylvanus Olympio. Mais quand on parle en termes de mérite et en termes de qualité, de la personnalité, de son engagement vis-à-vis de son pays, je ne pense pas que cette émission suffit pour parler de Sylvanus Olympio à lui seul. On ne parlera pas de Sylvanus Olympio seulement, on parlera de tout le Togo, de tous les présidents togolais. Merci Maître Alain d'avoir planté le décor. Alors, nous avons par du place également Monsieur Philippe Amédodji. Oui, merci. Je salue bien aux différents panélistes. Je crois que les deux précédents intervenants ont suffisamment bien planté le décor. Monsieur Placide parlait à juste titre de bilan. Vous savez, à la veille de chaque commémoration, c'est l'euphorie, le moment, c'est la cuisine, il faut manger, il faut boire. Mais à un moment donné, il faut faire le bilan. Sincèrement, 62 ans après les indépendances, acquise haute lutte, comme Maître Alain vient de le dire, que peut-on retenir au Togo? Est-ce que la vision des mères et pères de l'indépendance de faire du Togo l'or de l'humanité
est-ce que nous nous approchons ou bien nous nous en sommes éloignés? Pour moi, aujourd'hui, c'est la question à se poser. Il n'est plus question de glisser ou bien de se mettre, de rester sur nos petits nuages en chantant et en dansant. Surtout dans le contexte actuel au Togo, où les gens crèvent littéralement de faim. Voilà un tout petit peu l'esprit dans lequel moi je souhaiterais participer aux échanges de ce soir, nous poser des questions, le questionnement. Quelles sont ou quelle est la responsabilité individuelle ou collective que chacun d'entre nous portons? Je dirais, le mot n'est pas fort, dans le naufrage de la souveraineté acquise par Sylvanus Olympio. Voilà un tout petit peu. Je crois que en toute sincérité et honnêteté, nous devrons reconnaître qu'il y a le chemin parcouru n'est pas suffisant. Et si, quelque part, depuis sa tombe, ceux qui sont tombés pour cette indépendance devraient voir l'état actuel du Togo, je pense qu'ils devraient pleurer. Et ça m'attriste. Merci. Merci à vous, Monsieur Philippe Amedodi. Nous avons en studio un président d'association, un analyste, un homme à plusieurs casquettes. Moi, je dirais donc quelqu'un qui est à notre droite ici, qu'on appelle probablement chaque jour pour nous aider, Monsieur Mpapou Yambouama. Quel est votre mot pour commencer cette émission, avant d'arriver donc aux indépendances? D'abord, permettez-moi de vous saluer, Moïse, et de vous dire merci pour avoir bien voulu encore une fois m'associer donc à ce débat-là, qui concerne quand même l'histoire de notre pays. Je voudrais également saluer mes copanélistes, dont certains sont des années de loin, des années de loin je veux dire. Donc je leur présente mes respects, et mes respects pour tout le combat qui ont été leurs pour l'accession à l'indépendance de notre pays. Alors, ceci étant, je voudrais également saluer les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui et souhaiter que le débat de ce jour puisse nous permettre d'apprendre quelque chose de plus par rapport donc à notre pays, et essentiellement d'aborder peut-être des pans de notre histoire qui vont permettre aux tenants, en tout cas du pouvoir, de faire en sorte que le Togo puisse réajuster sa façon de faire les choses, de manière à ce que effectivement l'indépendance devienne réelle. Alors, concernant l'indépendance, il s'agira aussi, au-delà de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, de voir si les choses effectivement ont changé depuis cette accession à l'indépendance, si nous pouvons effectivement l'appeler ainsi. Parce que le Togo accède à l'indépendance dans un contexte où on a fait comprendre donc à nos autorités de l'époque qu'il ne servait à rien de s'entourer d'une armée inutile, et que bon, en tant que jeune État, il fallait juste faire avec ce qu'on pouvait. Et finalement, nous sommes aujourd'hui 62 ans après. Quand on scrute un peu le monde, on constate que de toutes les idéologies qui nous sont en réalité vendues, on réalise que les gens reposent leur hégémonie sur la force, notamment la force militaire. Et aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine est là encore pour nous rappeler des souvenirs, et je pense que les Africains, vivement, vont apprendre, en tout cas, de toutes ces leçons-là, de l'histoire de notre pays, qui nous ont conduits petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et j'ose espérer que ça ne sera pas une année d'indépendance de plus, où
ensuite on retombe justement dans les mêmes travers, mais que vivement un jour, après cette indépendance, nos autorités vont prendre leurs responsabilités pour commencer à poser les véritables bases de l'indépendance de notre pays. Merci M. Mpapo pour avoir planté le décor, chacun de son côté. Aujourd'hui, je suis le plus jeune, votre fils, et je vais représenter la jeunesse face à vous pour vous poser des questions, puisque c'est comme ça. Des années après, nos fils aussi nous demanderont qu'avez-vous fait. Justement, d'habitude à la veille ou soit le jour, donc pour ne pas répéter les uns les autres, il y a toujours des manifestations qui sont organisées chaque 27 avril pour commémorer, pour célébrer l'indépendance de notre pays, le Togo. Monsieur Placide, que retenez-vous des indépendances du Togo jusque-là? C'est vrai que d'autres personnes ont déjà placé quelques mots, mais allons maintenant au tréfonds donc de cette indépendance. Il y a M. Mpapo aussi qui a parlé de l'indépendance réelle. M. Placide, vous êtes le président de l'ANC ici aux États-Unis. Que retenez-vous des indépendances? Merci bien. Le problème des indépendances des pays africains, c'est un problème très décevant. Nos parents, ou nos frères, ou nos soeurs, ou nos grands-parents sont venus à l'indépendance avec un enthousiasme incroyable. Ils voulaient à tout prix apporter quelque chose de nouveau aux pays africains, à nos pays. Et nous avons, en ce moment, ils avaient dit aux colons, non, nous sommes capables de gérer nos propres affaires. Nous n'avons pas besoin de telle ou telle chose. Et nous étions capables. Et donc, c'est sur cette base-là que notre indépendance a démarré dans les années 60. Il y a eu par la suite des quantités de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les années 60, il y avait un enthousiasme qu'on arrivait difficilement à contrôler parce que nous étions indépendants et nos parents étaient si fiers d'eux-mêmes. On faisait des petits regroupements, on commençait, il y a le groupe de Libéria, du Monrovia, il y avait le groupe de... Toutes ces petites choses démarraient et tout a été plus ou moins arrêté. Bon. Je crois que un de nos amis ici a parlé tout à l'heure du problème des armées qui sont venues sur le parcours. Il ne faut pas oublier que le Togo n'étant pas une colonie française, la France ne pouvait pas embaucher de soldats français sur le territoire togolais. Donc ceux de l'armée française d'origine togolaise qui ont été embauchés au départ du Bénin. Et donc, il y a eu cette précision-là. Et quand ceux-là sont revenus, il était évident que pour tous les chefs d'État africains de la région, le problème principal, c'était de donner à manger à tout le monde. De donner à manger à tout le monde. Il n'était pas question qu'on ait une armée en quantité, un grand nombre, pour faire quoi? Parce qu'il faut le dire tel quel. L'armée ou les militaires, ils ont, comme tout un chacun, leur place au soleil. Ils ont leur place dans la nation, comme tout un chacun. Mais leur rôle n'est pas de gouverner. Est-ce que vous connaissez une école d'officiers au monde qui fabrique des gestionnaires? Il n'y en a pas. Donc, quand l'armée est intervenue, avec tout ce qu'il y a eu, tout a changé. Et du coup, les Européens, il ne faut pas oublier, le blanc ne viendra jamais nous aider. S'il vient, c'est pour une raison. Une raison principale. Il veut tirer son intérêt. Que vous tuez ou pas, c'est totalement secondaire au blanc. Il veut avant tout ses sous.
Alors, quand les armées ont commencé à venir à gauche et à droite, et nous sommes rendus après, nous avons passé comment on appelle ça, une période où il y avait des coups d'État à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et les militaires avaient goûté au pouvoir. Tout le monde s'est rendu compte que c'était le moyen le plus facile, et surtout que personne, il n'y avait pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'y avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, et ils pouvaient se permettre tout. Ils pouvaient utiliser les ressources du pays comme ils voulaient. Alors, ce problème a duré pendant tout un temps. Maintenant, nous voyons clair. Nous disons maintenant, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Moïse Bottin a été passé. Non, allez-y, encore 30 secondes. Oh, bon, donc voilà où nous en sommes avec les histoires d'armées qui sont intervenues dans les années 60. Maintenant, tout le monde voit clair. Tout le monde se rend compte de ce qui s'est passé. Et nous sommes maintenant sous des régimes militaires. Des fois, il y a des pays qui n'ont pas de président militaire, mais c'est le principe même de la gestion militaire qui est en place. On nous impose quoi que ce soit. Il n'y a pas de consensus. Ouais. On nous impose tout ce qu'on veut. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il faut modifier la Convention de Genève. Je fais partie de ceux qui travaillent pour améliorer, pour ajouter quelque chose à cette convention. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Je crois que le collègue, l'analyste de la maison l'a dit tout à l'heure. Vous regardez ce qui se passe par exemple en Ukraine. Les militaires qui sont lâchés sur des populations civiles. Et pendant longtemps, ils font toutes les atrocités. Il y a pas de... Il y a une impunité totale. Vous voyez? Et même, quand on parle de la Convention de Genève aujourd'hui, nous parlons dans le cadre d'une guerre. Or, en Afrique, ce n'est pas seulement la guerre qui a fait de ces militaires des joueurs exceptionnels, si vous voulez. On envoie dans les quartiers les militaires pour semer la loi. On envoie dans les villages des militaires pour faire des représailles. Ils rentrent dans la maison, ils brutalisent tout le monde. Quand il y a des manifestations, c'est les mêmes militaires qui sont habillés en police. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour manifester pour le président, c'est les mêmes militaires qui sont habillés en civil qui vont manifester. Vous voyez, je crois qu'on aura le temps de discuter de ça plus en détail. Justement, on viendra donc sur le côté armé pour discuter de tout ça là aujourd'hui. Alors, monsieur Maître Alain, que retenez-vous en 3 minutes des indépendances? Et quand on parle d'indépendance, est-ce que l'indépendance est réelle, dont parlait par exemple monsieur Yampapou, en ces temps-là, puisque vous avez vécu en ces moments-là? Monsieur Moïse, je suis plus jeune que ça, hein. Moi je n'ai pas vécu le temps des indépendances. Moi je suis né en 1970, 10 ans après les indépendances africaines. Et c'est pourquoi mon aîné qui vient de parler est plus à même de pouvoir nous donner les grandes directives. Parce que lui d'ailleurs, Da Silva, il était très proche, il est d'une famille qui est proche de la famille présidentielle du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Mais avant de répondre à la question, je veux rappeler que le 23 avril, aujourd'hui, la date que nous sommes aujourd'hui, est une grande date dans l'histoire du Togo. Le 23 avril 1960, et nous avons eu l'indépendance. L'indépendance du Togo a été proclamée le 27. Donc la vraie indépendance, jour de l'indépendance du Togo, c'est dans 4 jours. Mais il y a un fait marquant sur la date d'aujourd'hui, le 23 avril. Le 23 avril, dans l'histoire du Togo, c'est la date de, comment dire, du vote à l'Assemblée de la toute première constitution du Togo. Et cette première constitution, dans son préambule,
nous parle de l'indépendance du Togo, nous parle de la souveraineté, nous parle de la démocratie. Donc dans cette euphorie-là des indépendances, il faut dire que le préambule de notre constitution était surtout calqué sur les idées de liberté, les idées même notre hymne national. Quand vous reprenez notre hymne national, l'hymne national vous guide un peu dans l'univers de l'époque des indépendances. Mais un fait marquant, d'abord, pour parler de l'indépendance du Togo, c'est la base juridique. Là, avant de parler en tant que stratégiste, je vais parler un peu comme un juriste, avec mon chapeau de juriste. Alors, il y a une résolution fondamentale des Nations Unies, c'est la résolution 1514 du 14 décembre 1960. Retenez bien la date, 14 décembre 1960. Le Togo avait déjà eu son indépendance, avant même qu'on établisse la base juridique dans les normes internationales des indépendances africaines. Donc c'est pour ça que je vous disais que Sylvanus Olympio était un homme exceptionnel. Il a fait un travail exceptionnel, jamais égalé dans l'histoire du Togo. Et je salue l'œuvre de Faure Gnassingbé, de l'actuel président Faure Gnassingbé, qui, malgré les circonstances de son accession à la magistrature suprême du Togo, a eu à réitérer la mémoire de cet homme, ainsi que des anciens présidents du Togo. Mais comme aujourd'hui nous sommes en train de parler du bilan des 62 ans de notre indépendance, il faut d'abord reconnaître que l'idée des indépendances, quand on dit, vous avez posé la question, est-ce que l'indépendance, nous l'avons obtenue réellement? Idéologiquement, juridiquement, physiquement, la réponse est affirmative. La réponse est affirmative parce que, avant les indépendances, les colonies africaines étaient dirigées par les colons eux-mêmes. Il y avait des administrateurs, des gouverneurs français qui, surtout dans les années d'avant les indépendances, puisque le Togo a connu plusieurs types de colonisation. Nous avons eu la colonisation portugaise, la colonisation allemande, même la colonisation britannique, avant la colonisation française. Donc, bon, je dirais que les Britanniques et les Français sont venus en même temps. Et le Togo allemand, que Nachtigal avait négocié pour le cadre de la conférence de Berlin, c'était un grand territoire. C'était un grand territoire et la moitié de ce territoire est aujourd'hui incorporée dans l'État du Ghana, quand le Ghana a cédé à l'indépendance, parce que les Britanniques ont donné les indépendances à leurs colonies avant les Français. Les Français ne voulaient même pas donner des indépendances. Et jusqu'à présent, on se souvient de la déclaration du général de Gaulle à la conférence de Brazzaville, où il disait qu'il n'allait pas accepter que les États africains sortent du giron ou bien de leur précaré en Afrique. Donc, les Français ne voulaient pas donner les indépendances et ceux qui ont vaincu, ou bien les alliés qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, et avec l'appui des États-Unis, et se sont partagés. Les États-Unis eux-mêmes n'avaient pas de colonies en Afrique, à part le Libéria. Donc, ils avaient donné l'autorité à la France et à la Grande-Bretagne de se partager les anciennes colonies de l'Allemagne, qui n'étaient pas aussi nombreux que leur propre possession en Afrique. Il y avait les colonies allemandes, il y en avait pas beaucoup. Il y avait le Togo, il y avait le Rwanda, le Burundi, la Namibie, le Cameroun, etc. Et tous ces pays-là ont subi
un partage entre les Français et les Anglais. Le Togo, particulièrement, le territoire du Togo aujourd'hui, c'était pratiquement le double qui était le vrai Togo. Donc là, la moitié du Togo est rentrée dans le Ghana. Et donc, cela va marquer, c'est un point essentiel qu'il faut noter, qu'il faut retenir dans l'histoire du Togo. Parce que cela va marquer les relations entre le Togo et le Ghana sur une longue durée. Maintenant, comme je disais, comme nous sommes en train de faire le bilan du Togo, moi je vois l'évolution du Togo depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Je peux situer ça dans 4 grandes étapes que nous pouvons explorer ou bien discuter après. Donc je vois d'abord la période glorieuse qui a été dominée par 2 partis politiques. Il s'agissait du CUT, qui a été dirigé par Sylvanus Olympio, dont il en est le fondateur d'ailleurs. Et il y a le CUT qui était le comité de l'unité togolaise, ou bien après les indépendances, c'était devenu le parti de l'unité togolaise. Et de l'autre côté, il y avait le PTP, il y avait le parti togolais du progrès. Donc les gens du progrès qui étaient caporalisés à l'époque par Nicolas Grunitzky voulaient rester dans le contexte de ce que voulaient faire les Français. Donc le Togo n'étant pas une colonie à proprement parler française, le Togo était devenu une tutelle, est un pays placé sous tutelle par la SDN, la Société des Nations, et qui a l'Organisation des États ou bien interétatiques qui a émergé après la Première Guerre mondiale et qui est devenue l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces 2 entités ont placé le Togo sous tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Donc la partie du Togo qui était réservée ou bien qui était sous contrôle français, et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc à un moment donné, il faut retenir que cette parenthèse glorieuse ou nostalgique dont nous parlons a été essentiellement marquée par la guerre, retenez bien la guerre entre les fils richissimes du Sud. On va revenir sur la guerre, puisque je vais faire le tour de table très rapidement. Et on va revenir sur ça, je promets, véritablement qu'on va revenir sur tous ces points. Ok, il y a M. Mpapou qui demande à ce que vous terminiez l'idée, allez-y. Ok, si vous me permettez de terminer l'idée, donc oui, l'idée au fait c'était de situer à peu près dans le temps l'évolution, selon moi, selon ma modeste personne, l'évolution de la situation politique du Togo, de l'indépendance à nos jours. Donc moi je vois d'abord une parenthèse glorieuse, caporalisée par 2 partis, le CUT et le PTP, une parenthèse controversée qui a commencé avec l'assassinat du premier président du Togo et avec la déposition du 2e président qui était Nicolas Grunitzky et la prise du pouvoir par le président Eyadema. Donc c'était la 2e étape qui a pratiquement pris fin en 1990. Donc cette parenthèse controversée, qui est la 2e étape, a donné lieu à ce que j'appelle la parenthèse catharsistique. Donc il y a la parenthèse des mutations profondes, la parenthèse des mutations démocratiques qui s'est ouverte avec la perestroïka, le vent de l'Est, le discours de la Baule, la conférence nationale souveraine et tout ça. Et cette période s'est terminée en fait en 2005 avec la mort du président Eyadema. Et je vois une dernière étape, c'est celle que nous vivons, c'est la période de la dynastie des Gnassingbé, parce que personne ne pensait que après Eyadema, à la mort d'Eyadema, c'est son fils qui prendrait le pouvoir. Et avec toutes les modifications de la Constitution qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, il a fait déjà 3 mandats avant qu'on ne change la Constitution pour avoir
2 mandats de plus et il est à son 4e mandat, mais il a encore droit à un 5e. Donc après cela, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais un point capital qu'il faut noter dans tout ça, c'est que depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, l'armée est devenue l'épine dorsale de la dévolution successorale dans l'histoire politique du Togo. C'est toujours l'armée qui désigne celui qui va gouverner. En 1963, l'armée avait désigné Emmanuel Botolé pour diriger le Togo pendant 2 jours avant que Gunisky ne vienne au pouvoir. En 1967, l'armée avait désigné Kléber Dadjo, le colonel Kléber Dadjo, pour diriger le pays pendant 3 mois avant que Yadema ne prenne le pouvoir. En 2005, à la mort de Yadema, les militaires s'en sont encore enlevés pour imposer son fils. Et la communauté internationale fait un tollé avant qu'on ne réorganise un peu les choses pour le faire dans les normes. Donc l'armée est devenue une épine dorsale de la dévolution successorale dynastique de Gnassingbé au Togo. Merci. Merci Maître Alain, merci pour l'histoire que vous faites de manière ramassée, de votre manière aussi. Alors, par Duplessis, monsieur Philippe Amédodji, le bilan est-il positif? Le bilan des indépendances du Togo, 62 ans, est-ce positif ou non? Bien, merci. Et tout à l'heure, la question était de savoir si nous étions réellement souverains. Mais je crois que nous avons un juriste parmi nous. Pour être sûr que nous sommes en train de parler de la même chose, j'aimerais qu'on se donne le temps de nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par indépendance. Je vais lire un homme politique et un écrivain et chanteur kabyle d'Algérie qui disait ceci. Au sens commun du terme, donc il s'agit de M. Ferhat Meheni. Je le cite, au sens commun du terme, la souveraineté d'une nation se confond avec son indépendance. Elle représente l'ensemble des pouvoirs politiques et coercitifs dont la nation dispose pour la maîtrise de son territoire et la sécurité de ses membres. La souveraineté d'une nation réside particulièrement dans la maîtrise de son destin à travers des institutions acquises de manière démocratique. J'aimerais préciser également que je m'inscris en faux par rapport à l'assertion disant que le Togo a véritablement accédé à l'autonomie. Vous savez, la souveraineté renvoie à des attributs. On définit généralement des attributs réels et des attributs symboliques. Parmi les attributs réels, il y a par exemple l'exécutif, le législatif, au Togo on en a, mais il y a également, par exemple, la monnaie, le contrôle de l'économie. Dans les attributs symboliques, il y a l'hymne national, nous en avons, il y a le drapeau, nous en avons. Aujourd'hui, si nous nous rapportons, si nous regardons dans le rétroviseur des 62 années passées, est-ce que, et c'est là où je rejoins peut-être un peu, je rappelle également, dans les attributs réels, il y a l'armée également, parce que l'armée ou les forces de sécurité et de défense doivent, dans la division que j'ai lue, ils protègent les populations aussi bien des troubles intérieurs que des agressions extérieures. Une armée ne pose pas de problème. Mais que juste cette armée-là, en dehors du cadre démocratique qui pose problème au Togo. Monsieur Maître Alain l'a dit tout à l'heure, la dévolution successorale du pouvoir au Togo qui émane de l'armée, c'est là le problème. Je termine en disant que la souveraineté renvoie également à 2 notions importantes. La nation, c'est-à-dire le peuple, qui a un destin
commun ou bien accepte de mettre en commun son destin. Mais pour exercer, pour que l'État, la nation fonctionne, il y a l'État qui se met en place. Et l'État est le dépositaire de cette souveraineté et en même temps le gardien. Le problème au Togo, c'est qu'au fil des années, l'État s'est substitué à la nation. Le peuple n'a plus droit au chapitre. L'État, malheureusement, dictatorial que nous avons, se permet ou bien maintient le peuple dans la soif et dans la faim. Et c'est là où le problème se pose. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui de façon très très cruelle. Donc j'aimerais que nous soyons clairs. Pour moi, en tout cas, nous pourrons revenir là-dessus. Lorsqu'on parle des attributs de la souveraineté ou de l'indépendance, ok, actuellement au Togo, nous n'en avons pas. Même dans le temps, et je termine par là, l'une des raisons de l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est quoi? Sylvanus Olympio avait décidé, ou bien avait comme projet, de battre la monnaie, une monnaie nationale. Et c'est ça qui lui a valu son assassinat. Nous avons également très récemment le cas avec Kadhafi. Donc il y a un problème. Et il y a un problème au-delà de cela également. Lorsqu'on parle de souveraineté, lorsqu'on lit la Charte des Nations Unies, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on dit au Togo, nos dirigeants nous sont imposés. Surtout le premier dirigeant nous sont imposés par l'ancienne puissance coloniale, l'ancienne métropole coloniale, et qui fait que le peuple, hein, qui normalement est la nation, qui normalement est le propriétaire de cette souveraineté, n'arrive pas à exercer cette souveraineté. Donc pour moi, nous vivons depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio une indépendance de façade. Il faudrait que nous puissions le reconnaître. Merci. Monsieur Mpapouya Mbouama, êtes-vous de même avis que les autres intervenants? Bon, même si ce n'est pas sur tous les points, mais globalement, je crois qu'on est d'accord, et essentiellement sur la dernière sortie de le dernier co-panéliste qui vient de prendre la parole. Comme il est déjà revenu sur cette question-là, je ne vais plus tellement m'attarder, sinon c'est sur ce point-là où Maître Alain disait que juridiquement et sur d'autres plans, le Togo avait effectivement accédé à son indépendance et que la réponse était affirmative. J'ai voulu revenir là-dessus pour quand même faire comprendre qu'il y a quand même un bémol quelque part, mais je crois que l'autre quand même l'a fait suffisamment bien. Et je vais me permettre peut-être d'aborder d'autres pans de la question. Alors, je crois, pour ce qui me concerne, que s'il faut faire le bilan, il faut savoir de quel bilan il faut faire. Alors, le Togo, comme tous les autres pays d'Afrique, accède à l'indépendance dans des conditions précises. Tout comme à la sortie donc de l'esclavage, on nous a donc imposé la colonisation et on a fait de sorte que nos pays soient dirigés par des commandants commis de l'extérieur, donc des esclavagistes en réalité qui se sont reconvertis en gouvernants de nos pays. De la même façon, à travers donc l'école et tout ce qui s'ensuit, le colon a travaillé à créer des supplétifs qui, à l'accession donc de nos pays à l'indépendance, ont continué le travail du colonisateur, tout simplement. Et vous allez constater que partout où cette leçon, en tout cas les Africains n'ont pas voulu aller dans le sens de cette leçon-là, ça s'est véritablement terminé dans des bains de sang. Le cas du Cameroun est une situation extrêmement palpable que tout le monde peut aller consulter pour voir comment est-ce que on a assassiné littéralement tous les nationalistes pour laisser passer donc ceux-là qui, qu'on nous présente comme étant les pères de l'indépendance, etc., mais qui en réalité n'en sont pas. Alors, pour moi,
il y a eu quelques erreurs lorsqu'on devait accéder à l'indépendance que notre président Sylvanus Olympio a commises, ou en tout cas la classe dirigeante en son temps avait commises. On ne négocie pas son indépendance. On a négocié notre indépendance en deux phases, d'abord avec l'ONU, d'une part, et ensuite avec la France. Et dans ces négociations, on a l'impression que le Togo a accepté des choses qu'il n'aurait jamais fallu accepter. Maître l'a souligné et l'aîné aussi l'a dit, le Togo que nous avons aujourd'hui est presque la moitié du Togo que nous connaissions en son temps. Le Togo qu'on a annexé à travers donc l'esclavagisme, la colonisation et tout ça, ce n'est pas ce Togo-là que nous connaissons aujourd'hui. Alors déjà, pour parler d'indépendance, il aurait fallu réclamer effectivement le Togo dans son entièreté, ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire à partir de ce moment que vous n'avez pas le contrôle de votre territoire. Et quand vous n'avez pas le contrôle de votre territoire, vous ne pouvez pas vous targuer d'être effectivement indépendant, puisque ce sont les autres qui vous a imposé ce que eux ils veulent. La deuxième chose, l'autre erreur que tous les Africains ont commise, c'était pour le cas du Togo de ne pas très vite comprendre le panafricain du Ghana, comme il s'appelle, Kwame Nkrumah, qui avait voulu que le Togo effectivement retarde son indépendance pour qu'ils essaient de voir dans quelle mesure les deux pays pouvaient faire un. C'était déjà pour commencer l'idée justement de l'Union africaine. Donc de faire en sorte que le continent africain puisse être des pays de grands ensembles. Malheureusement, en son temps, je crois que Sylvanus Olympio n'avait pas compris cela et il avait donc préféré aller donc dans le sens de la négociation avec les autres. Et malheureusement, la troisième erreur qu'il a commise, c'est que, sachant très bien que les Français lui en voulaient à mort, il a quand même laisser faire un certain nombre de choses et qui, malheureusement, lui ont valu plus tard sa vie. C'était quoi? L'assassinat de Sylvanus Olympio intervient dans un contexte, Maître Alain l'a dit, l'autre aîné aussi, et Placide l'a dit, dans un contexte où il y avait justement cette histoire de querelle interne entre les différents partis. Et c'était le début d'une histoire ethniciste que la France a savamment organisée pour justement saboter l'indépendance du Togo qu'elle ne voulait pas du tout. La France n'a jamais voulu que qui que ce soit en Afrique soit réellement indépendant parce que tout le monde sait que sans l'Afrique, des pays comme la France, la Pologne, l'Espagne et tous ces pays-là, qui sont des pays vides par rapport au fait que leur sous-sol et tout ça là, ne regorge absolument rien du tout. Il fallait tout faire pour maintenir le cap, pour maintenir le genou sur le cou des pays africains. Et donc, ils vont profiter donc de cette situation-là de l'armée qu'ils ont démobilisée en Algérie et donc, malheureusement, Sylvanus Olympio ne va pas très bien comprendre ce qui se jouait et va décider de ne pas incorporer donc tous ces gens-là dans son armée parce que il a estimé que ça devait être trop lourd économiquement à supporter. Et la France, malheureusement, va utiliser cette histoire. Aujourd'hui, tout le monde sait, effectivement, que ce n'est pas Feu Yadema qui a assassiné Sylvanus Olympio, mais ils vont profiter donc de cette situation-là pour dire « Ah, notre homme, nous le tenons ». Parce que avec cette histoire-là, on va tout simplement instrumentaliser ces militaires-là
que nous allons mettre au devant de la scène et présenter comme étant les véritables assassins de Sylvanus Olympio. Et donc, profitant donc de cette hygiène-là, vous comprenez, et le camp de Yadema et de Sylvanus Olympio, évidemment, vous comprenez, étaient pratiquement devenus comme des ennemis. Et sur le plan national, effectivement, il y a eu des problèmes, en tout cas de questions ethniques là qui se posaient. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va profiter, assassiner notre président. Et cela va immédiatement remettre en cause tout ce que Sylvanus Olympio avait voulu faire. Mais dans les faits, comme l'autre l'a dit, les véritables mobiles de l'assassinat de Sylvanus Olympio, ce n'était pas seulement explicable à partir du fait qu'il y avait ces querelles internes, mais c'était la volonté farouche de Sylvanus Olympio de donner une certaine véritable indépendance, ne serait-ce qu'à ce petit territoire-là qu'on lui avait quand même permis de pouvoir gérer. Et pour le faire, il a estimé qu'il fallait être au moins économiquement indépendant. Et voilà pourquoi il a voulu battre monnaie. Et c'est en réalité à cause de cette monnaie-là que malheureusement on va dire de manière scientifique, de manière méthodique son assassinat, pour venir donc présenter aux yeux des Togolais comme étant un assassinat tribal, ethnique et tout ce que vous voulez. Et qui va mettre finalement le pays dans une situation où des peuples du même pays, finalement, se voient en chien de faïence, l'un accusant l'autre d'être à la solde de ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, et les autres expliquant qu'ils étaient sous la coupole, donc en tout cas dans la souffrance par rapport donc à ce que les frères du Sud leur ont fait subir. Et c'est cela qui va, j'allais dire, construire le Togo que nous avons aujourd'hui. Et donc vous allez voir que sur le plan militaire, sur le plan de nos constitutions, tout est fait de manière à ce qu'on s'assure que l'un de ces groupes-là a la maîtrise de la gestion de toutes ces institutions, que ce soit dans la justice, que ce soit, comme on appelle ça, dans l'armée, que ce soit dans l'administration, pour faire en sorte que le pouvoir n'échappe absolument jamais. Et donc on est resté dans ce calibre-là, on n'est jamais sorti. Et donc moi, mon souhait aujourd'hui, pour peut-être chuter et ne pas trop monopoliser la parole, c'est que les Africains, les Togolais particulièrement, comprennent que on nous a mis dans une histoire qu'on a appelée indépendance, alors que nous n'avons pas notre histoire. Aujourd'hui, les Togolais ne maîtrisent pas leur propre histoire parce que l'histoire du Togo n'est enseignée nulle part. Nulle part aux Togolais. L'histoire du Togo n'est pas enseignée aux Togolais. Et cette histoire qu'on enseignerait même n'est pas écrite par les Togolais. Vous allez voir, c'est justement les Français et tout ça là qui ont à un certain moment donné écrit ce qu'ils veulent sur notre histoire. Deuxième chose, notre culture, on nous a tout simplement dépouillé de notre culture de façon à ce que, effectivement, on n'est plus ce que nous sommes censés être. Et aujourd'hui là, toute notre pensée, tout notre être là, se calque exactement à ce que les Occidentaux veulent que nous soyons. Toute notre politique, notre idéologie, vous allez constater que nous n'avons aucune idéologie à la base. Il suffit seulement de regarder nos partis politiques. Tous vont à la même mamelle. Opposition comme parti au pouvoir.
tous tirent leur souveraineté, j'allais dire leur légitimité ou tout ce que vous voulez, de la métropole. Et donc ça fait que ce climat-là est maintenu. Et on n'en sort jamais. Donc le souhait aujourd'hui, c'est que les Togolais comprennent que l'histoire qu'on leur présente depuis là jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ça encore notre histoire. Et tant que nous n'allons pas maîtriser notre histoire, tant que nous n'allons pas maîtriser nos langues, tant que nous n'allons pas maîtriser effectivement notre économie et nos territoires, je vous assure que nous ne serons absolument jamais indépendants et nos ressources vont toujours aller financer le développement chez les autres. Merci M. Mpapo pour votre intervention. J'espère que nous toucherons tous les points aujourd'hui à travers cette émission et surtout avec les auditeurs qui vont commencer par entrer quelquefois dans cette émission. Nous allons recevoir le dernier téléspectateur, disons le premier, donc qui va donner son point de vue en 2 minutes. Top chrono pour qu'on puisse l'écouter également sur les indépendances, 62 ans d'indépendance du Togo. Téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonjour. J'espère que la communication se coupe un peu et j'espère que vous me recevez. On vous reçoit 5 sur 5, allez-y. Bonjour à vous, bonjour aux invités et bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais commencer par souhaiter une joyeuse fête des indépendances pour le Togo, la population togolaise. Et cela me rappelle une toute petite histoire, une toute petite parenthèse. Lorsque nous étions encore arrivés sur le territoire américain, où les indépendances arrivent, nous avons publié sur Facebook « Bonne fête des indépendances pour le Togo ». Et quelqu'un a répondu « Togo indépendant, tu es ici ». Bon, peut-être qu'il a raison. Mais pour répondre à l'une de votre questions, et à savoir si le Togo est vraiment indépendant, je dirais non. Je vais abonder dans le même sens que les autres panélistes, et surtout dans le sens de M. Gimpabou. Vous voyez, nous ne le sommes pas. Le Togo, comme à l'instar des autres pays francophones d'Afrique, nous ne sommes pas indépendants. Vous et moi, tout de suite, nous nous exprimons en français. Est-ce que vous savez que la langue française même a été une obligation, a été imposée à nous, et que cela faisait partie des accords secrets des indépendances, que le français doit être la langue officielle du pays et la langue d'éducation du pays. Là, déjà, nous sommes sous le joug de la France. Ça veut dire que, culturellement parlant, nous ne le sommes pas. Nous n'allons pas aller sur d'autres terrains en parlant même, et comment on appelle ça, j'ai évoqué les accords secrets, les ressources du sous-sol. Savez-vous que la France a droit exclusif sur les ressources du sous-sol? C'est-à-dire que lorsque vous découvrez l'uranium au Niger, lorsque vous découvrez le phosphate au Togo, la France doit dire non, je ne veux pas de ces ressources avant que vous nous trouviez d'autres partenaires ailleurs. Et c'est ce que nous vivons. Donc, deuxième point, nous ne sommes pas, excusez-moi, nous ne sommes pas indépendants. Et l'implantation des entreprises au Togo, la France a priorité, ou bien la priorité à accorder aux entreprises françaises au Togo. Donc, même si une autre entreprise peut venir et faire mieux qu'une entreprise française, non, le droit, la priorité, c'est aux entreprises françaises. Et il y a la dette coloniale, là, celui qui a le plus en partie, c'est Haïti, par exemple. Et il y en a beaucoup de ces trucs-là, et c'est au total de 14. C'est au total au moins 14 de ces accords secrets qu'ils ne nous ont même pas, malgré qu'ils nous ont imposé le français, à étudier le français et tout, ils ne nous ont pas imposé, ils ne nous ont pas enseigné ça. Ils nous ont menti même dans le manuel, dans les manuels scolaires, l'histoire qu'ils devaient nous enseigner, ils ont menti même. Ou bien ils ont fait fi de nous enseigner réellement c'était la décolonisation. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas indépendants, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous ne le sommes pas. Vous voyez? Donc si aujourd'hui on doit parler d'indépendance, il va falloir que ces accords
qu'on la soit revisitée. Je ne vais pas parler de France CFA, vous savez que ça fait débat, et les réserves de change, qu'on confisque automatiquement la formation des militaires. Voyez-vous, nos officiers, ils vont, comment ils appellent ça, au Saint-Cyr, et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ils vont au Saint-Cyr pour se former. Il n'y a pas une école de formation militaire. Ces personnes qui vont se former et reviennent, elles ne peuvent pas créer une école de formation militaire pour les nationaux et cesser d'aller en France pour se faire former. Comme ça, lorsqu'on dit dans ton CV, j'ai fait le Saint-Cyr, qui se fait très important. Non, vous êtes un colonisé. Et donc, à partir du moment où vous acceptez d'aller vous faire former là-bas, on vous considère comme étant des colonies, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de ces points-là sur lesquels on peut revenir et qu'on peut citer. Et donc, ce sont ces causes-là qu'il faut éliminer. Quelqu'un doit avoir le courage politique. Vous voyez, le courage politique pour dire que non, il faut que ça s'arrête et travailler pour le développement de son pays, pour son peuple. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas encore ce courageux. Je suis au regret de le dire, ni ceux qui sont au pouvoir, et même ceux qui sont de l'opposition, puis ceux qui sont soi-disant dans l'opposition et qui travaillent de connivence avec ceux qui sont au pouvoir, en flouant le peuple que nous sommes dans l'opposition. Parce que lorsque vous luttez contre quelqu'un et que du jour au lendemain, on fabrique des titres du genre chef de file de l'opposition parce que tu as 2 députés de plus que moi, et que je suis chef de file de l'opposition, et que moi qui suis au pouvoir, je crée des choses et que vous bénéficiez de ces prérogatives-là, pourtant vous me considérez comme adversaire. Je ne sais pas où se situe l'adversariat entre celui qui est au pouvoir et celui qui ne l'est pas et qui pense qu'il lutte pour le peuple togolais. Merci beaucoup. Donc, nous devons avoir ce courage politique. Le leader qui doit venir doit connaître l'histoire. C'est la méconnaissance de l'histoire aussi qui fait que nous sommes dans ça. Et à partir de là, vous avez une base sur laquelle vous pouvez vous élever et poser des actes politiques courageux pour le développement du pays. Voilà, merci. Merci à vous de nous avoir appelés et vous pouvez vous aussi participer à cette émission. Pour l'heure, nous allons mettre un peu plus la pression sur notre gaz et pour attaquer donc le premier point de l'urbanisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Et nous sommes en direct également sur notre chaîne YouTube. On va revenir juste après cette première partie, c'est-à-dire que avant de recevoir un téléspectateur maintenant, le téléspectateur doit être dans la ligne, doit suivre l'émission en bonne et due forme pour ne pas divaguer du tout au cours de cette émission. Alors, si vous permettez, je vais recevoir également, il est reparti. Et malheureusement, je veux parler de l'urbanisme. Et aujourd'hui, on a constaté de nouvelles routes qui ont été construites pendant un certain moment donné au Togo. Moi, j'étais au Togo il y a de cela juste une année. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en matière de route. Bien avant de revenir sur la question auditeur, téléspectateur, bonjour. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. On a deux simultanément. Nous allons donner 2 minutes à chacun de vous pour vous parler. Il y a M. Ben Djagba, pour faire juste un peu la différence en même temps, qui était là depuis. M. Ben Djagba, dites-nous votre point de vue. Nous parlons des indépendances du Togo et tout à l'heure, dans 1 minute, juste après, on va attaquer l'urbanisme. En 2 minutes, de manière ramassée, votre intervention. Moïse, merci bien des choses à tous les panélistes là-bas. Donc je voudrais, nous le savons tous, ces 62 ans que nous venons de vivre dans ce soi-disant, ou bien cette soi-disant alchimie que nous impose le système colonial. Moi, j'aurais beaucoup souhaité que nous passions à l'acte, c'est-à-dire parler des mécanismes ou bien des solutions idoines pour pouvoir sortir, pour pouvoir rendre nos soit dirigeants responsables du marasme que vivent nos différents peuples. Je vous remercie. Donc j'aimerais plutôt voir ce débat tourner vers
l'inefficacité de nos dirigeants africains, surtout celui du Togo. Merci. Merci. Merci donc à M. Benjagba qui vient de nous appeler. Alors, le suivant, le téléspectateur suivant, s'il vous plaît, allez-y pour votre intervention. Vous êtes libre de ne pas vous présenter aussi. Ok, non, on se présente. On est dans une émission publique pour tout le monde. Moi, je m'appelle Placio Koutoglo. Oui, allez. Je suis attentivement à votre émission depuis le bureau ici. Ça me plaît beaucoup. Je voudrais placer quelques termes dans votre émission. Il faut dire que, d'abord, je salue les invités qui abattent un travail titan là-bas. Je vous salue tous. Oui. La proclamation de l'indépendance du Togo, pour moi, elle n'est pas une proclamation qu'il faut dire que c'est fini l'indépendance. En réalité, l'indépendance, c'est le travail qui fait voir une certaine indépendance. Bon, c'est une marche en réalité, c'est un acte continuel. Mais vous savez, malheureusement, ce travail continuel de l'indépendance, qui doit réellement donner de l'indépendance à notre pays, le Togo, a été bloqué par l'envie et peut-être par autre facteur qui a été introduit par Yadimania Sindé. C'est lui l'auteur du blocage de notre indépendance, puisque le travail a été lancé par des gens très intelligents du pays, des gens déterminés, des patriotes, pour pouvoir aller dans cette marche. Et brusquement, Yadima a été pris quelque part pour pouvoir bloquer. Donc, il faut dire aujourd'hui que sur le papier, oui, le Togo a été indépendant, parce que la proclamation a été bel et bien célébrée, mais Yadima a été bel et bien aussi le président qui a tué notre indépendance et qui a tué le premier président du Togo. Et Yadima a juste saboté notre indépendance, et cette indépendance sabotée continue jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, par sa propre génération, et qui aujourd'hui a la tête pour Niafide, qui utilise les mêmes stratégies du sabotage de notre indépendance. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait au temps de Yadima aujourd'hui, et qui diffère de ce que Ford est en train de faire aujourd'hui. Donc, il faut dire que, d'une manière ramassée, comme vous dites, 2 minutes, nous avons eu effectivement une proclamation de l'indépendance sur papier, mais le travail qui doit continuer et maintenir pour que nous puissions devenir effectivement des gens indépendants au Togo a été bloqué par la génération Yadima et qui continue jusqu'à présent. Donc, pour sortir de cette calamité, je peux le dire, cette calamité, il va falloir que quelqu'un prenne le courage pour stopper tout, et puis ensuite, on rentre dans une autre ère, comme vient de définir par exemple Alain qui a parlé d'une manière juridique. Il faut stopper ça, et c'est ce que les autres pays sont en train de faire aujourd'hui. Par exemple, quand vous regardez le Mali aujourd'hui, le Mali rentre dans une période de la continuité de l'indépendance. Et ça là, on doit ramener ça au Togo pour que nous puissions continuer à parler de l'indépendance. Les 2 minutes s'arrêtent là-bas. Merci. Merci, M. Classier, aussi de nous avoir appelés. Et bien évidemment, nous sommes dans votre émission spéciale sur Afro Web TV, diffusée également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. La rédaction.